Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Une commission d'enquête du Sénat a publié un rapport sur les coûts des cabinets de conseil en 2021. Ça a coûté aux contribuables 1 milliard d'euros. Non seulement l'administration française ne fait pas son travail, mais elle est obligée de payer des sous-traitants qui la conseillent pour obtenir des avis sur des sujets divers et variés. Ainsi, sur le dossier APL, par exemple, aide personnalisée au logement, une réforme est imaginée au début du quinquennat. Eh bien, figurez-vous que la France paye 4 millions d'honoraires à McKinsey pour une fiche de lecture. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose, 4 millions d'euros, mais ça révèle un état d'esprit, des pratiques, des habitudes qui sont là, qui sont pour le moins contestables. Pareil pour les retraites. 950 000 euros versés toujours à McKinsey. Dans quel but? Mystère et boule de gomme. Les cabinets de conseil ont infiltré l'administration centrale quand ils n'ont pas pris le pouvoir ou passent l'argent public dans des entreprises privées. La responsabilité de l'exécutif est évidente. Et comble de tout, la cerise fiscale sur le gâteau de l'argent public. McKinsey ne paye pas d'impôts en France. Cette affaire peut-elle être à Emmanuel Macron ce que les diamants de Bokassa furent à Valéry Giscard d'Estaing durant la campagne de 1981? C'est une question, c'est un scandale d'État. Nous allons en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, puisqu'il est 9h pile, Audrey Berthaud. Un bombardement à Kiev a fait au moins 6 morts cette nuit. Une frappe de très forte puissance a touché un centre commercial dans le nord-ouest de la capitale. Les véhicules stationnés sur le parking ont été pulvérisés. Kiev est bombardé depuis plusieurs jours. Les forces russes cherchent toujours à encercler la capitale ukrainienne. Et les derniers chiffres de l'épidémie en France, le nombre de contaminations continue d'augmenter. Vous le voyez, plus de 81 200 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Plus de 20 500 patients sont hospitalisés, 1642 sont en réanimation et enfin 27 décès ont été recensés. Et c'est une conséquence de l'envolée des prix du gasoil. Les vols de carburant augmentent nettement. Les réservoirs des camions attisent la convoitise des malfaiteurs qui n'hésitent pas à siphonner le précieux carburant. La gendarmerie a dû mettre en place des patrouilles spéciales et des référents chargés spécifiquement de traiter ce problème. Et je salue Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et c'est toujours un plaisir. Mais un plaisir Chère partagé. Elisabeth. J'ai encore gagné mon pari sur votre édite. que je fais Fallait avec pas moi-même chaque lundi matin. Fallait pas être grand clair. Enfin, Non, c'est un véritable, mais c'est un vous avez scandale raison, d'État. Alors, c'est un scandale d'État. Où passe je pensais à Jean-Pierre Pernaut. Combien ça coûte? Il aurait fait mais c'est incroyable. Donc, les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils font les fonctionnaires? Tu payes 1 milliard d'impôts? À quoi ça sert? Déjà, l'administration, c'est un scandale d'État. De toute façon, la réforme de l'État... Vous voulez dire que l'État n'est plus géré depuis le départ de Raymond Barre de Matignon en 81? C'est ce que vous voulez dire? Moi, c'est ce que je pense, mais... Moi, je vais vous dire, je pense que depuis le dernier des Valois en France, ça va mal. En revanche, Renaud Girard, puisque vous êtes grand reporter, la formule n'est pas de moi. C'est Michel Audiard qui fait dire ça dans un de ses bouquins à quelqu'un. Il dit, vous savez, depuis le dernier des Valois en France, dernier des Valois, bien sûr, qui est, une fois, deux fois, Henri III. Pas, si vous dites Philippe le Bel, faites gaffe, attention. Bon, Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international, évidemment, au Figaro. Philippe Bilger, magistrat honoraire. Et Mathieu Slama, qui vient nous voir régulièrement. Adieu la liberté. Presse de la Cité, livre qui nous avait beaucoup intéressés. Bon, tout va bien? Tout va bien. On sera dans une seconde sur les infiltrés. On sera notamment avec Caroline Michel-Aguirre, qui est grand reporter et qui a écrit un livre enquête sur l'influence des cabinets de conseil au plus haut niveau de l'État. C'est multinational du conseil, société privée que l'État appelle à la rescousse pour des missions de conseil en stratégie. Bon, moi je veux bien qu'on donne 4 millions d'euros, et la somme, c'est vrai qu'au vu du budget de l'État, c'est pas grand-chose de donner 4 millions d'euros pour avoir une réflexion sur l'APL, mais enfin, c'est un état d'esprit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous vous rappelez que c'était pour faire baisser? Oui. Je voudrais bien voir la fiche, pour faire baisser, je voudrais bien voir les fiches de lecture. En fait, l'argent public, et c'est là, c'est même pas question d'être de droite ou de gauche, et c'est là où on peut en vouloir à Emmanuel Macron, la réforme de l'État en France. Cette réforme de l'État, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 5 ans que c'est essentiel, les économies. Manifestement, elles ne sont pas faites. C'est le rapport du Sénat qui le dit. Et en plus, il faut la stratégie
vaccinal. Oui, Et Pascal c'est Bruno, quoi qu'il en coûte. Bon, Pascal voilà. Bruno Le Maire a affirmé hier que Oui. l'État ne pouvait pas le faire et qu'il fallait. C'est tout à fait discutable. Mais c'est Oui, oui. c'est invraisemblable. Bon, Absolument. mais c'est des dizaines, des dizaines d'années. Hein. Ils ne payent Ouais. pas leurs impôts en France depuis 10 ans. On vient Oui. d'apprendre. Oui, Ah, mais mais Donc, bien en sûr, plus mais- de ça, il y a un mais- scandale. mais bien Et sûr. je le savais Donc, pas. Ils c'est ne un payent double pas leur scandale impôt. d'État. C'est un double Bien sûr. scandale d'État. Et ils ont menti devant la commission. Et le président de McKinsey aurait menti, aurait fait Voilà. parjure. Président de McKinsey qui est C'est-à-dire un proche qu'à la d'Emmanuel fois- Macron, si on croit. À la Oui, fois, mais on je veux même détruit- pas rentrer là-dedans. Honnêtement, je veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je n'imagine pas. C'est une réforme. Il faut du courage pour faire la réforme de l'État et manifestement ils en manquent. Ça a ce que triplé, je voulais ça a dire, c'est que triplé sous Gérard, Macron. Ce que je voulais dire, c'est qu'à la fois, on détruit la fabrique, la formation des managers de l'État, Oui. qui s'est appelée l'École nationale d'administration et qui, quand même, était assez respectée, en tout cas par nos voisins, qui venaient Oui. former le haut fonctionnaire, pour prendre des managers américains. C'est vraiment le monde à l'envers. Il fallait évidemment peut-être améliorer la formation des énarques et puis leur laisser Alors, la tâche de gérer On en l'État. parlera vraiment tout à l'heure parce que je voulais être positif. Ah ben c'est raté. Exceptionnellement. Je voulais parler du rugby juste 2 secondes. Il y avait 9 millions de personnes qui ont regardé France-Angleterre. Aucun sport n'est aussi collectif que le rugby. Ça veut dire quoi, collectif? C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas bon, tout le monde coule. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Au football, tu peux avoir 1 ou 2 joueurs qui ne sont pas bons un jour-là et puis ça marche. C'est vraiment une entité, le rugby. Et je le dis d'autant plus que je ne connais pas grand-chose au rugby. Mais... Moi, je vous crois sur parole. Bon, et certains disent même au foot aussi. Bon, mais en tout cas, le rugby, c'est vraiment... Et c'était beau, c'était tout simplement beau. C'est-à-dire que ce moment de partage, de joie, de communion avec le Stade de France, de courage, le courage, je veux dire, la vertu numéro 1 d'un rugbyman, c'est le courage. Vous vous rendez compte de ce qu'ils se prennent pendant 90 minutes. Écoutons quelques Français qui ont été interrogés. Match incroyable, on est très fiers de nos Bleus et très fiers de la France dans ce tournoi destination. Le Grand Chelem, on a gagné le crunch, c'était un match difficile mais un très beau match. Les Bleus nous ont fait rêver et on est fiers de vous les mecs. Écoutez, c'était incroyable. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas gagné un grand chelem. Et là, contre les Anglais, chez nous à Paris. Incroyable, incroyable. Des essais vraiment beaux. Une belle victoire. Une belle victoire. Depuis 2002, on n'avait pas connu ça. Et j'ai été tellement frappé de ça que j'ai demandé à Max Guazzini de venir ce soir. Max Guazzini, alors je l'ai appelé tout à l'heure, je voulais qu'il vienne ce matin. Il a passé la nuit avec les rugbyman parce qu'il a fait la fête avec Fabien Galtier de ça. Il avait la voix un peu enrouée. Il m'a dit, écoute, je peux pas venir, je vais me rendormir. Regardez, alors malheureusement, je vois pas ce qui est écrit parce que comme j'ai pas de retour aujourd'hui devant moi et que je ne vois absolument rien, je ne peux pas vous lire ce qui est marqué. Voilà, grand chelem du 15 de France dans les vestiaires de l'après-match avec Cyril Bay et Grégory Aldrit. Chelem à mourir, je crois que c'était le titre de Midi Olympique. Chelem à mourir. C'est beau comme titre. Et il a mis une petite vidéo également, Max Guazzini. Regardez, dans les vestiaires. Il y a un esprit vraiment rugby, il y a un esprit extraordinaire d'ailleurs. Vraiment, Antoine Dupont, il incarne... Fabuleux. Oui, mais vous connaissez un peu le rugby? Ah oui. Enfin, en totale présomption, j'ai un peu joué quand j'étais jeune et je suis absolument emballé par cette équipe de France depuis 2 ans, ce qui montre qu'un entraîneur peut changer les choses. Et là, je fais juste, exactement, vous avez raison, un homme peut changer les choses. Et je fais juste une petite parenthèse, il n'y a pas de problème d'ultra. Quand on explique que les ultras sont les dépositaires des gardiens du temple des clubs de football, que sans les ultras, le foot n'existerait plus. Il n'y a pas d'ultra en rugby. Il y a un public comme à l'ancienne, un public bon enfant, un public qui vient en famille. C'est merveilleux. On n'a pas ces gens qui prennent en otage. Mais il y a un paradoxe pour moi qui ne connais rien au rugby, c'est que le rugby, c'est un sport où visiblement les gens sont très fair-play, alors que vous venez de le dire, c'est un sport assez brutal. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'ils sont fair-play. Parce que quand tu t'en es mis autant, pardonnez-moi cette expression triviale, dans la gueule, après, c'est des hommes d'honneur. C'est-à-dire que c'est le courage absolu. Mais vous prenez un choc d'Antoine Dupont, vous êtes à l'hôpital direct. Et tu connais la citation. Oui. Le rugby, c'est un sport de voyous joué par des gentlemen, et le football, c'est un sport de gentlemen joué par des voyous. Ce qui est vraiment le cas aujourd'hui, on peut le dire. Elisabeth, Pascal a raison, il y a eu un livre il y a quelques années qui a montré que c'est parce que le rugby était apparemment violent sur le terrain,
mais dans la courtoisie, qu'après, il y avait une tenue exemplaire. Tandis que le foot, c'est grotesque. Ils sont à chaque fois par terre comme s'ils étaient à l'article de la mort. Je retire le mot paradoxe, vous m'avez convaincu. Bon, et alors ça a été une vraie journée formidable pour le rugby français, parce que figurez-vous, vous ne le connaissez pas, mais pour la première fois, l'Italie a battu le Pays de Galles. Bon, elle a battu elle a battu le Pays de Galles D'un point. d'un point, effectivement, elle l'a battu. Extraordinaire. Bon, et celui qui a fait l'action décisive s'appelle Ange Capuzzo. Et on va écouter le commentateur italien qui parle de Ange Capuzzo. Mais je vais vous parler après d'Ange Capuzzo, parce que vous allez être surpris. Mais écoutez d'abord cette séquence. Prova ad andarsene Capuzzo, 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 Capuzzo! Padovani! La meta dell'Italia! La meta dell'Italia! Bon, alors Ange Capuzzo, donc qui donne le ballon à Padovani et qui permet à l'Italie de marquer cet essai décisif. En fait, il est français. Il est né le 30 avril 1999 à Grenoble. C'est un joueur de rugby à 15 franco-italien. Il a la double nationalité. Et souvent, en sport, des joueurs qui sont très bons, mais qui ne pourraient pas jouer sans doute en équipe de France, en l'occurrence de rugby, préfèrent choisir la nationalité italienne parce que ça lui permet d'être international. Et c'est le cas d'Ange Capuzzo, qui est un milieu international avec l'équipe d'Italie et qui est en Pro D2 avec le SC Grenoble. Vous voyez, il n'est pas en première division. Il joue principalement au poste d'arrière ou ailier, ainsi qu'à celui de demi de mêlée. Et le 14 octobre 2021, par exemple, il avait été sélectionné en équipe d'Italie A. Et c'est la première fois, donc bravo à lui et bravo pour le rugby français. Pas de commentaires? Première victoire de l'Italie depuis des lustres. Mais bien sûr. C'est ça, en plus. Mais bien sûr, bien sûr. Le Grand Chelem, je crois. Donc c'est pas... Ah ben la France a fait. Voilà. Victoire, c'est une victoire avec les. Chelem à mourir. Et la France va peut-être gagner. C'est-à-dire le rugby avant souffrait. Les Anglais avaient toujours la discipline. Nous, il y avait le French flair, mais qu'on n'avait pas à chaque fois. Et là, vous avez eu à la fois la discipline, c'est une très bonne défense, sauf au début de la deuxième mi-temps, mais vous avez aussi une sorte de French flair dans le troisième essai, marqué par Antoine Dupont, mais où il y a eu, je ne sais pas, il faudrait les compter, peut-être 17 passes avant, c'est extraordinaire. Quoi. Le troisième essai est fabuleux. Et ça, c'est-à-dire à la fois vous avez eu la discipline et la furia francese, puisqu'on parle italien, et le flair français. Et moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est cette Marseillaise a cappella, c'est la communion, c'est cette volonté qu'on a tous de vouloir partager un moment. J'ai vu que le Premier ministre, d'ailleurs, était présent. Du coup, il était très sympathique. L'image du Premier ministre, je le voyais, il était souriant, tout. C'était bien. Mais c'est bien d'être ensemble. Quoi. Donc il la chante, la Marseillaise, c'est ça que vous... Non, mais il la chante a cappella. Alors, pour tout vous dire, pour refermer cette page rugby, avant de parler de McKinsey, mais cette fois côté fait divers, avec un drame qui est arrivé, puisque il y a un joueur de rugby, ex-joueur de rugby, qui s'appelle Federico Martin Aramburu, qui a été tué par balle samedi matin près du boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. Vous avez peut-être suivi cette affaire. Le parquet a ouvert une enquête en flagrance pour assassinat. En fait, il était très certainement d'ailleurs à Paris parce qu'il allait au match le soir. Il était dans le 6e arrondissement, dans la rue de la Soif, où tous les rugbyman, depuis la nuit des temps, ont rendez-vous dans une célèbre boîte qui était tenue jadis par Jean Castel et qui a gardé son nom originel. Et on est avec Sandra Buisson. Bonjour Sandra. Bonjour. Je voudrais savoir d'abord si vous avez les dernières informations sur ce Federico Martin Aramburu qui a été tué et dans quelles circonstances? Oui, alors il était sorti cette nuit-là avec un ancien joueur de Biarritz, Sean Egarty, dans un bar du quartier de Saint-Germain-des-Prés. On sait que le ton a commencé à monter en terrasse entre deux groupes qui ne se connaissaient pas. Et parmi un de ces deux groupes, il y avait donc l'ancien rugbyman. Les individus ont été séparés par les employés du bar et mis dehors par le videur. Et selon les témoignages, certains des fauteurs de troubles sont partis et sont ensuite revenus en jeep avec une arme. Il y a eu, selon les premiers témoignages, de premiers tirs depuis ce véhicule en direction de Federico Aramburu qui ne l'ont pas touché. Et ensuite, une deuxième personne arrivée à pied a récupéré l'arme et cette fois a touché plusieurs fois la victime qui est décédée de ses blessures à 6h45, donc samedi matin.
Plusieurs personnes sont recherchées, dont un individu identifié comme étant Loïc Lepriol. Selon nos informations, il faisait partie des individus qui ont eu l'altercation avec l'ancien joueur de rugby. À un moment, il est même suspecté, selon certains témoignages, d'avoir exhibé un brassard police. C'est un ancien militant du syndicat étudiant d'extrême droite GUD et il est déjà mis en cause en justice dans une affaire de violence, suspecté d'avoir passé à tabac un individu avec d'autres anciens membres du GUD. Et il est évidemment toujours en fuite et recherché par les forces de police. Effectivement. Bah écoutez, merci beaucoup Sandra Buisson et cette affaire effectivement dramatique. Nous la suivrons également ces prochaines minutes. Il est bientôt 9h15. On va pouvoir parler de McKinsey dans une seconde, mais à 9h15, vous le savez, nous allons avoir un rappel des principales informations et ensuite on évoque donc ce scandale d'État que vous avez peut-être découvert, ces commissions d'enquête du Sénat, la commission d'enquête du Sénat qui a publié son rapport et nous serons avec Caroline Michel-Aguirre qui a publié un livre précisément sur ce sujet. Audrey Berthaud. Au sud-est de l'Ukraine, Mariupol refuse de capituler. Le ministre de la Défense russe a demandé aux Ukrainiens de déposer les armes, mais la ville martyre pillonnée par les Russes résiste. La vice-présidente ministre ukrainienne a répondu cette nuit que l'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. Et J-20 avant le premier tour de la présidentielle et les résultats de notre baromètre quotidien Opinionway pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron est toujours en tête avec 29% des intentions de vote. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours au second tour avec 17%. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa montée, il gagne un point. Ex-aequo avec Valérie Pécresse qui, elle, gagne 2 points. Ils sont tous les deux à 13%. Et juste derrière, Éric Zemmour perd un point et arrive à la 4e place avec 10%. Et puis du football avec la victoire de l'Olympique de Marseille qui a battu Nice. Les Marseillais se sont imposés hier soir 2-1 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. L'OM remonte à la 2e place du classement à 12 points du PSG. Nice retombe à la 4e place. Caroline Michel-Aguirre, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Et vous m'entendez bien également ? Très bien. Bon, je le rappelle, vous avez publié un livre, Les Infiltrés, qui est un livre enquête sur l'influence des cabinets de conseil au plus haut niveau d'État. Et vous l'aviez publié avec votre confrère Mathieu Aron, que j'ai eu d'ailleurs ce matin et qui m'a parlé très sommairement, bien sûr, de l'influence de ces cabinets de conseil qu'on découvre, pour tout vous dire, Caroline Michel-Aguirre. Il a tweeté le recours à des cabinets de conseil étrangers, une perte de souveraineté et un déni de démocratie. Je voudrais d'abord qu'on écoute Madame Eliane Essani. Assassi, pardonnez-moi. Eliane Assassi, excusez-moi, qui est la dame qui était présidente de la commission d'enquête du Sénat, celle qu'on appelle rapporteur plus exactement, et qui a parlé de McKinsey et qui a vérifié ce que McKinsey avait dit dans cette commission, à savoir que McKinsey ne payait pas d'impôts, ce qui est faux. Le 18 janvier dernier, l'un de ses directeurs, ici même, a affirmé sous serment, je le cite, « Je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salaires sont dans une société de droit français qui paie ses impôts en France. » Fin de citation. On a donc vérifié, en procédant à une réquisition de documents à Bercy, comme le permettent les prérogatives de la commission d'enquête. Le constat est clair. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, dont environ 5% dans le secteur public. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis, bien connu comme paradis fiscal. Alors, il y a deux choses. Ça, c'est évidemment un scandale. Mais tout d'abord, Caroline Michel, parce que les gens qui nous écoutent se posent peut-être la question, pourquoi une administration fait-elle appel
à une société de conseil? Alors ça, c'est une bonne question. Au départ, l'idée, c'est de faire appel au cabinet de conseil pour des compétences très pointues. Il y a une vingtaine d'années, on parlait d'ingénieur conseil sur voilà, une compétence très pointue. Ce qui se passe, c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est que depuis une quinzaine d'années, c'est devenu un réflexe. Comme si l'État ne savait plus rien faire tout seul. Et dès qu'on a un chantier à ouvrir, quel qu'il soit, que ce soit à l'éducation nationale, dans les armées, dans la santé, comme on l'a vu pendant la pandémie, mais aussi à Bercy, et c'est là où on y viendra, je pense, on fait appel à un cabinet de conseil pour le conseiller, avec l'idée que seuls les cabinets de conseil savent faire la transformation publique, le changement. Donc en gros, dès qu'on veut faire quelque chose de nouveau qui ne soit pas juste la répétition de ce qu'on faisait hier, dès qu'on a un chantier, on commande un rapport à un cabinet de conseil et on délègue une partie du travail à un cabinet. Mais qu'est-ce qu'elle fait, par exemple anglo-saxon. Mais qu'est-ce qu'a fait McKinsey, par exemple, sur les réformes? L'APL, bon, c'est au début du quinquennat, 4 millions d'euros d'honoraires. Alors on peut dire 4 millions, c'est pas beaucoup par rapport au budget de l'État, sans doute, mais qu'est-ce que produit McKinsey que des gens de l'administration française ne pourraient pas produire? Ou alors les gens de l'administration française, il faut les mettre au chômage et tout sous-traiter. Alors ça, c'est en effet ce qu'on a totalement voulu souligner dans le livre, c'est que l'administration sous-traite, délègue de plus en plus à des cabinets, avec cette chose qui n'est pas dite, qui est que seuls les cabinets sauraient faire. Donc dans cet exemple des APL que vous donnez, à un moment au début du quinquennat, Emmanuel Macron dit il faut réformer l'assiette des APL, ne plus les calculer sur les 2 dernières années, mais sur la dernière année de revenus. L'administration n'y arrive pas, on appelle McKinsey en urgence. Bon, le problème, c'est que l'administration, on continue à avoir une administration très importante, avec 5 millions de fonctionnaires, mais qu'on ne forme pas, à qui on ne donne pas les outils, en particulier informatiques, pour reprendre cette histoire d'APL, c'était un problème informatique. Il faut bien imaginer que les projets informatiques aujourd'hui sont sous-traités à 90 ou 95% à des prestataires extérieurs, et la raison, elle est toute simple, c'est que le nombre d'informaticiens dans la masse globale des fonctionnaires, c'est 0,68%. Autant vous dire que la fonction publique n'est pas du tout équipée. Donc soit on a créé des failles dans la fonction publique, soit on doublonne aussi parfois en demandant aux fonctionnaires de travailler avec les consultants parce qu'on pense qu'ils sont archaïques, pas assez modernes, ringards, incapables de se moderniser ou de changer leur façon de faire. Ce que vous dites est vraiment passionnant parce que la vraie réforme en France, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est simplement de professionnaliser à tous les étages qu'est l'administration. Et ce que vous nous dites, c'est qu'elle ne l'est pas. Et ça nous coûte de l'argent et c'est nous qui payons. Philippe Bilger. Et ça, c'est quand même à l'exécutif de le faire. Oui. Moi, je rentre pas dans... les impôts. Oui, alors il y a les impôts et puis il y a aussi le soupçon qui est dit de faire travailler des boîtes qu'on connaît et tout ça. Bon, je veux même pas... Mais les impôts, on peut en parler néanmoins. Oui, Philippe Bilger. Je voudrais vous demander, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut y avoir le souci de l'État de confier ça à des cabinets de conseil parce que ceux-ci seront plus libres de faire des propositions provocatrices et que l'État est conscient peut-être de sa propre frilosité et a peur des réactions citoyennes, tandis que le cabinet... Question longue, réponse courte. Caroline. Alors oui, mais ça n'empêche que c'est un problème. C'est-à-dire qu'en effet, et on le voit aussi, tous les gens qui travaillent dans le privé le savent, il arrive aussi parfois qu'on fasse appel à un cabinet de conseil pour faire passer la pilule, je dirais, une réforme qui bousculerait ou qui déplairait aux gens. Et comme ça, on dira, bah, c'est pas nous, c'est l'expert. Le problème dans tout ça, c'est qu'on n'est pas dans le privé, c'est qu'on est avec notre argent. Exactement, vous avez raison. Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy. Ça n'est jamais assumé, ça n'est jamais dit. Non, mais je vous assure, les gens découvrent ça. Enfin, c'est 1 milliard d'euros. En fait,
tu t'aperçois que si tu mets le nez dans l'argent public, et c'était l'émission de Jean-Pierre Pernaut que je citais tout à l'heure, combien ça coûte, la gabegie. Le problème, c'est que c'est nous qui payons. C'est ça qu'on demande à un exécutif, de rentrer dans la moulure, de faire enfin les réformes qu'il faudrait faire. Elisabeth, et après on va marquer une pause. D'abord, il me semble que ça a ça a presque triplé, sous Emmanuel Macron, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans en fait que ça arrive. Et contrairement à Philippe, j'ai plutôt le sentiment que c'est l'État qui veut être libre, ou l'exécutif plus exactement, qui veut être libre par rapport à ses fonctionnaires, qui eux sont quand même formés, si vous voulez, dans le service de l'État, dans l'intérêt général. Là, si vous voulez, on rentre dans une logique qui est complètement différente. Et la question de la souveraineté dont nous parle tout le temps Emmanuel Macron est très importante, puisque, ils sont intervenus dans la réforme de l'armée, si je ne m'abuse. C'est-à-dire pour faire baisser le nombre de militaires. Oui, non, mais c'est quand même... excusez-moi. Allez, on va marquer une pause. Vraiment, merci Caroline Michel. On va lui dire au revoir, bien sûr, après la pause. Mais ce que vous dites est absolument passionnant. Et je rappelle votre bouquin. C'est un thème, je trouve, tellement intéressant. Les infiltrés, ça s'appelle. Mathieu Aron, Caroline Aguirre, Caroline Michel Aguirre. C'est donc sur l'influence de ces cabinets de conseil. On marche sur la tête. Les politiques qui n'osent pas assumer leurs décisions. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est que c'est une manière de faire travailler. Macron se demande, est-ce que c'est vraiment au gouvernement à financer le logement des gens? Je dis, ah oui, c'est bizarre quand même cet appel. Est-ce que le gouvernement doit aller jusqu'à financer tout dans la vie des gens, y compris leur logement? Et là, il se dit, ah bah oui, mais il n'ose pas décider. Et donc, hop, McKinsey, une enquête. Ouais, voilà. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ça. C'est peut-être aussi d'en faire le moins possible. La pause, à tout de suite. Mais ce n'est pas l'administration qui décide. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Ah, ok, d'accord. Les cabinets de conseil, un scandale d'État. McKinsey qui ne paye pas d'impôts en France alors qu'il est payé par l'administration centrale. Scandale d'État, disions-nous. Mais avant cela, 9h30, Audrey Berthaud. Le BA2 est en partie responsable du rebond épidémique en France. Ce sous-variant, qui est plus contagieux que ses prédécesseurs, a remplacé le BA1 au Danemark, au Royaume-Uni, mais aussi en France. Il est devenu majoritaire dans les nouveaux cas recensés dans le pays et serait responsable du rebond épidémique de ces derniers jours en France. Au moins 4 morts dans le naufrage d'un bateau de pêche en Nouvelle-Zélande. 4 corps ont été récupérés et une personne était portée disparue hier soir. La tempête s'est déplacée ce matin vers le sud du pays, atteignant Auckland et provoquant de fortes inondations. Et puis du football avec la victoire de l'Olympique de Marseille qui a battu Nice. Les Marseillais se sont imposés hier soir 2-1 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. L'OM remonte à la 2e place du classement à 12 points du PSG. Nice retombe à la 4e place. Caroline Michel Aguirre est toujours avec nous. Elle a écrit avec Mathieu Aron Les Infiltrés, un livre enquête sur l'influence des cabinets de conseil au plus haut niveau de l'État. Je vais l'interroger une seconde, mais Bruno Le Maire était hier à midi, l'invité de RTL pour le grand jury. Alors, et au courant de rien, c'est merveilleux, c'est le ministre de l'économie, et au courant de rien. Il ne sait pas, mais si tous ces gens sont au courant de rien, il faut peut-être qu'ils fassent autre chose. Bruno Le Maire. L'État a toutes les informations fiscales dont il a besoin. Après, il y a un principe qui est celui du secret fiscal. Donc, le ministre des Finances ne révèle pas des secrets fiscaux. Alors, personne ne doit le faire, je le dis au passage. Mais nous nous assurons qu'en l'espèce, McKinsey, puisque ça nous a été signalé par un rapport du Sénat, paie bien ce qu'il doit à l'État français. Toutes les procédures sont déjà engagées par la Direction générale des finances publiques. C'est à elle de le faire de manière totalement indépendante. Elle le fera. McKinsey paiera. Caroline Michel, réaction. Alors, cette déclaration, elle est assez surprenante parce qu'il faut savoir que McKinsey travaille pour Monsieur Le Maire, travaille pour Bercy et a notamment remporté en février 2021 un important contrat de 18 millions d'euros pour réaliser 200 millions d'euros d'économies
dans les établissements publics français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous remportez un appel d'offres, vous remplissez un cahier des charges épais comme ça. Enfin, tout le monde, toutes les entreprises du monde qui ont rempli un appel d'offres pour une administration française savent qu'on doit rentrer dans les moindres détails. Donc, évidemment, les comptes de la filiale de McKinsey en France y étaient. Et entendre Monsieur le maire dire en fait, il y a le secret fiscal, on ne savait pas, mais on va regarder, c'est quand même un peu surprenant. Quand on dit on ne paye pas d'impôts, c'est de l'optimisation fiscale, bien évidemment. Tout ça est d'une certaine manière légal. Il n'y a pas de... faut le préciser. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un système en France où la maison mère, qui se trouve par ailleurs dans un paradis fiscal, l'État des Delaware des États-Unis, facture des frais à sa filiale française. Des frais, ça peut être des licences informatiques, des frais de licence de marque, etc. Donc ça, c'est tout à fait légal, à la réserve près que ces frais doivent correspondre au prix du marché. Vous ne pouvez pas facturer 10 quelque chose qui vaudrait 1. Donc, il va falloir que McKinsey puisse prouver que les frais qu'il refacture à sa filiale française correspondent bien au prix du marché. Sinon, il y aura redressement fiscal. Qui est président de McKinsey en France ? Alors évidemment, le nom m'échappe là tout de suite, je ne connais que lui, mais... Non, parce que je vois pas souvent le nom de Thomas Fabius circuler. Et c'est important de le dire aussi pour ne pas verser dans le complotisme tout à fait. Donc c'est important de le dire. Alors ça n'est pas le directeur... Et il est centralien, MIT, c'est un homme très brillant et très intéressant par ailleurs. Je ne sais pas, je connais pas sa responsabilité personnelle dans ce scandale fiscal, mais c'est un homme de très grande qualité qui s'appelle Homayoun Atami, qui est d'origine iranienne, mais qui est français et qui est... Mais alors, quel est le rôle de Thomas Fabius dans l'organisation de McKinsey ? C'est un directeur parmi d'autres directeurs. Et alors, c'est pas Thomas, c'est Victor Fabius en plus, je me trompe. Donc, il me pardonne, c'est Victor Fabius. Oui. Et il ne travaille pas du tout avec le secteur public. Il travaille avec des entreprises du privé dans l'agro ou la grande distribution, me semble-t-il. Donc, c'est important, et je le dis parce que parfois, on est aussi obligé de déminer ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. C'est important de dire qu'il n'y a pas de lien, bien sûr, entre la présence de Victor Fabius chez McKinsey et le fait que l'État puisse souscrire des marchés avec McKinsey. C'est vraiment important de le dire parce que je rappelle que Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel. Donc ça tourne sur les réseaux sociaux, ce type d'insinuation. Non, je voulais dire juste une chose, parce que je pense que derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de plus fondamental. Pourquoi ça a explosé avec Emmanuel Macron, ce recours au cabinet de conseil, et notamment à McKinsey ? Derrière, il y a quand même l'idée qu'il faut gérer l'État comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut maintenant gérer l'État avec des critères de performance, d'efficacité, etc. Et c'est pas pour rien que sur le logement, le rapport de 4 millions, quand même 4 millions d'euros pour un rapport de McKinsey, ça aboutit à quoi ? Il faut supprimer 5 euros d'APL, donc ça fait 60 euros par an pour les plus pauvres, parce que ça fera des économies pour l'État. Donc il y a cette idée vraiment, on rentre dans une logique managériale où l'État... De privatisation rampante. De la politique, voilà. Et deuxième chose, juste très, très rapidement, une phrase. Ces gens de McKinsey, le vrai scandale, ils ne sont pas élus. Pourquoi c'est des gens qui devraient avoir leur mot à dire sur la politique de vaccination, sur le logement, sur des questions d'intérêt général fondamentaux? C'est que c'est des gens, ils ne sont pas du tout élus, c'est des gens qui n'ont absolument aucun sens de l'intérêt général. Et pour moi, le vrai scandale, il est là. Moi, il faut interdire privatisation rampante. C'est la privatisation et la fin de l'intérêt général. C'est ça le vrai privatisation rampante. Alors, je voudrais qu'on écoute Xavier Bertrand, et comme on a fait un peu long, disons-le, sur ce sujet, mais je trouve que c'est un sujet qui est peu traité dans les médias, à mon avis, qui va monter ces prochaines heures. Je disais que ça peut être à Emmanuel Macron ce qu'a été les diamants de Bokassa à Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est un scandale d'État en pleine campagne présidentielle. Écoutons ce que disait Xavier Bertrand. Un pur scandale, un scandale d'État. Je l'ai dénoncé en découvrant ça. Il a fallu que ce soit le Sénat qui mette ça à jour avec des dirigeants qui doivent s'expliquer parce que, visiblement, ils auraient menti sous serment. Le gouvernement ne va pas s'en tirer comme ça. Il faut des explications. Il y a certainement des responsables. Être capable de confier des marchés publics à des entreprises qui ne règlent pas d'impôts
dans notre pays. Je suis désolé, on est toujours sur le dos de toutes les collectivités locales, quelles qu'elles soient, pour faire bien attention à la façon dont nous on pose des appels d'offres. Et au sommet de l'État, on s'en dégagerait, on s'en exonérait. C'est ça aussi qui donne ce sentiment que rien n'est tenu, qu'il n'y a jamais de responsabilité au sommet de l'État. Eh bien, merci Caroline Michel-Aguirre. Merci beaucoup, très bonne journée. Mais merci parce que je pense, voyez-vous, que votre intervention de ce matin, je pense que votre téléphone va sonner ces prochaines minutes et beaucoup de confrères vont vouloir vous écouter. Et parce que vous êtes une spécialiste, vous avez écrit ce livre, bien sûr, et il est possible que vous soyez fortement appelé ces prochaines heures. Je n'en doute pas. Merci beaucoup en tout cas et bonne journée à vous. L'Ukraine, Monsieur Girard. Grand reporter et chroniqueur international au Figaro, je le rappelle. L'Ukraine. Et commençons d'abord par ce qu'a dit Zelensky qui s'est exprimé devant le Parlement israélien. D'ailleurs, juste un mot. Il s'est exprimé devant le Bundestag, il s'est exprimé devant le Parlement britannique, il s'est exprimé devant le Congrès, il s'est exprimé maintenant devant le Parlement israélien. Il ne parle pas manifestement au Parlement français. Il va s'exprimer devant le Parlement mercredi. cette semaine. Il va le faire. Voilà. Il va le faire. Enfin, il n'est pas venu chez nous en premier. Et vous en avez oublié un, il s'est aussi exprimé devant le Parlement européen. Oui. Ah oui. Ah, c'était parce que c'était pas le plus important. Zelensky rappelle... d'abord, un rappel historique, parce que ça a un peu choqué ce qu'il a dit, hein, Zelensky. Il a comparé ce qui se passe en Ukraine à la Shoah. Bon. Écoutons le président de l'Ukraine. 24 février 1920, le parti allemand NSDAP a été fondé. Ce parti a détruit des vies et a tenté d'annihiler des peuples. Maintenant, des années sont passées, mais à la même date, le 24 février 2022, on a vu l'invasion tout azimut de l'Ukraine. Une invasion qui a brisé des milliers de vies et laissé des gens sans maison. Et ça, c'est le premier passage. Et le deuxième passage, et je vous donne la parole tout de suite après, c'est le mot solution finale que chacun connaît, utilisé par les nazis. Eh bien, Zelensky, devant le Parlement israélien, a utilisé ce mot. Lorsque les nazis voulaient tout réduire en cendres, ils appelaient ces actions comme solution définitive de la question juive. Je pense que vous vous en souvenez, et vous n'oublierez jamais ces mots. Mais maintenant, ils utilisent les mêmes mots, la solution définitive, finale, mais cette fois-ci de la question ukrainienne. Comment vous décodez cette intervention ? C'est la première grande faute stratégique de communication de Zelensky, président ukrainien, qui jusque-là a été excellent dans la communication, notamment devant le Parlement européen. Vous considérez qu'il ne sert à rien, mais ça a eu comme un grand écho, et y compris aussi dans... C'est un peu ironique ce que je dis. Voilà, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. La Commission européenne a quand même beaucoup d'argent. Et devant le Congrès, là, c'est une faute, parce que tout le monde sait dans l'histoire qu'hélas, les nationalistes ukrainiens, Bandera, ils ont massacré dès juillet 1941 200 000 juifs, et que beaucoup d'Ukrainiens, hélas, pas Zelensky, qui lui-même est juif et dont la famille est morte à Auschwitz, mais beaucoup d'Ukrainiens, hélas, ont travaillé avec les Allemands dans la solution finale, dans ce qu'on appelait la Shoah par balle, et qu'en fait, si vous étiez ukrainien, si vous étiez juif en 1941, le seul salut, c'était de courir vers l'Est, et en Russie, où votre famille était sauve. Alors, ceci dit, ça, c'est la première chose qui est importante, première faute de la communication. Deuxième chose qu'on peut noter sur la guerre en Ukraine, c'est que, en fait, à Mariupol, il y a une résistance à la soviétique, à la Stalingrad, si vous voulez. Parce que j'ai regardé hier soir les grandes batailles, vous savez, de Turenne, on regardait ça quand on était jeune, sur Stalingrad. Eh bien, dans la fameuse épisode de la maison Pavlov, un sergent qui tient une maison devant toute l'armée allemande, eh bien, il y avait 15 Russes, mais 8 Ukrainiens. Donc les Ukrainiens, ils se battent aussi bien que les Russes, et les mêmes d'ailleurs. Voilà. Et donc,
Là, nous avons à Mariupol, vous savez, les Russes diront, tiens, Mariupol à 90%. C'est ce que les Allemands disaient à Stalingrad. Ils ne tiennent pas à Mariupol. Ils n'ont pas gagné à Mariupol. Vous avez ici, c'est terrible, une défaite humiliante pour l'armée russe en Ukraine. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Vous avez une vidéo qui est très troublante. Vous avez la colonne de chars là, qui fonce sur l'Ukraine, et vous avez un missile qui tape un char. Oui, je l'ai vu. Et vous avez vu que les autres chars, au lieu d'aller vers l'attaquant, ils se sauvent. C'est extraordinaire. Et donc, on a une armée complètement désorganisée, l'armée russe, démoralisée, et avec, il faut le reconnaître, un courage immense qu'on a vu chez les Russes et les Ukrainiens à Stalingrad, de ces gens qui défendent leur terre. Et en fait, les Russes, ils sont très bons pour défendre leur terre, mais pour attaquer de manière non provoquer un autre pays, ça ne marche pas. Et la troisième chose importante, et je me tais, la troisième chose importante, c'est que Erdogan, le Turc, est revenu dans le jeu diplomatique mondial, puisque aujourd'hui, toutes les négociations se font en Turquie, et c'est là que Macron a eu tort. Vous ne pouvez pas à la fois être honest broker, c'est-à-dire vouloir faire la paix, être intermédiaire sincère, et sanctionner. Si vous voulez, si vous êtes conciliateur dans un débat de famille, vous ne pouvez pas... J'entends bien. Alors, je vais donner la parole à Elisabeth Lévy, mais je voulais quand même qu'on voit des images, un reportage de ce qui se passe en Ukraine, et notamment ce qui se passe à Kiev avec Sibylle Delettre. C'était un grand centre commercial du nord de Kiev, inauguré en 2016. Il n'en reste presque plus rien. Une grande partie a été rasée, laissant seulement la place au chaos et aux débris calcinés. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre les dernières fumées. Et les habitants du quartier ne peuvent que constater les dégâts. Cet immeuble a vu toutes ses fenêtres voler en éclats. Ce centre commercial a été touché en pleine nuit par un bombardement, une explosion si puissante qu'elle l'a pratiquement fait disparaître. Très vite, les secours sont arrivés sur place. Un homme a été sorti des décombres, mais le premier bilan fait état de plusieurs morts déjà. Cela fait maintenant plusieurs jours que les bâtiments civils de Kiev sont la cible de frappes russes. Hier également, une attaque contre un immeuble d'habitation avait fait 5 blessés. Mariupol, Kiev, ville martyre, il est 9h45, Audrey Berthaud. On vient tout juste de l'apprendre, un avion s'est écrasé au sud-ouest de la Chine, près de la ville de Wuzhou. Il s'agissait d'un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines avec 133 personnes à son bord. Le crash a provoqué un incendie de montagne et des équipes de secours ont été envoyées immédiatement sur place. Volodymyr Zelensky rejette l'ultimatum russe sur Mariupol alors que Moscou appelle les habitants de la ville à capituler. Mais le président ukrainien s'est dit prêt à des négociations avec le président russe. Dans une vidéo publiée sur Telegram, Volodymyr Zelensky a estimé que Jérusalem serait le bon endroit pour trouver la paix si c'était possible. Enfin, l'ancien rugbyman argentin Federico Aramburu, tué par balle dans le 6e arrondissement de Paris. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, après une altercation en soirée. 3 personnes sont suspectées, dont un militant d'ultra-droite. Défaite russe, disait Renaud Girard, humiliation russe, mais Kiev et Mariupol martyrisés. Et on se demande, on s'interroge forcément sur la suite de ce conflit et la sortie de la guerre. Oui, donc ça, vous avez raison, et là-dessus, je pense que Renaud Girard aura plus de lumière. Je voulais juste revenir sur cette affaire de solution finale. D'abord, je ne crois pas que les Russes veulent exterminer les Ukrainiens ou faire disparaître le peuple ukrainien. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en Occident, en Europe, en France, si vous voulez, il y a une sorte d'emballement qui fait que toute parole, si vous voulez, qui ne serait pas absolument pour sanctifier l'ensemble des Ukrainiens, est considérée comme vous êtes un suppôt de Poutine, vous êtes un salaud, etc. Alors il faut quand même rappeler, oui, il y a en Ukraine des bataillons, ce fameux bataillon Azov. Il y avait dans Maïdan des groupes néo-nazis qui ne sont pas non plus
qui ne sont pas la majorité, mais qui ne sont pas rien. Et je rappelle encore que les Juifs, et c'est très bien montré dans Vassili Grossman, qu'il faut relire absolument si on veut comprendre. Et Destin, le grand livre. Les Juifs avaient plus peur encore des Ukrainiens, des supplétifs ukrainiens, que des nazis. Mais la manière dont la Russie manipule cette question des néo-nazis qui existent en effet en Ukraine, mais dit en quelque sorte qu'il faut dénazifier l'Ukraine, l'Ukraine c'est que des néo-nazis, etc. C'est une absurdité. Et en fait, c'est de la propagande. C'est de la propagande, bien sûr. C'est de la propagande. Et je trouve que c'est de notre devoir aussi, nous, de dire qu'il y a un exercice de propagande, la russe, qui est absolument honteux. Et je pense que ce que fait Zelensky, c'est aussi ça. C'est de dire, moi, je demande à Israël aussi de nous... Parce que Israël, pour l'instant, les soutient assez peu, finalement, concrètement. Et demande à Israël de les soutenir et dit aussi, regardez, nous sommes le pays envahi. Hitler, je veux dire, en gros, ce qu'il dit, c'est Hitler, c'est Poutine, aujourd'hui, qui envahit la Pologne. C'est pas très intelligent de dire qu'Hitler, c'est parce que ça rappelle Philippe Bilger. Philippe Bilger qui a peu parlé. Je comprends qu'on ait, Elisabeth, beaucoup d'indulgence pour Zelensky tout de même, parce que le rôle qu'il a depuis quelques jours, de quelques semaines, est suffisamment héroïque pour qu'on lui pardonne certaines erreurs. Deuxième élément, Renaud Girard, vous avez dit quelque chose qu'on a peu entendu et qui explique peut-être l'insuccès actuel d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne peut pas jouer deux rôles contradictoires à la fois. C'est la première fois que j'entends dire, et peut-être ai-je mal lu la presse, qu'il doit être ou médiateur ou acteur principal dans les sanctions, mais que les deux ne sont pas concevables. C'est l'échec du « en même temps ». On ne peut pas être en même temps le type qui va être prix Nobel de la paix, qui va faire la paix entre l'Ukraine et la Russie, et Emmanuel Macron en avait les moyens, puisqu'il avait continué le débat avec Vladimir Poutine, et être, comme il était à Versailles, le chef des sanctions, si vous voulez. Et la Turquie, pourquoi est-ce que la Turquie arrive? À la fois, elle a livré des armes, des drones à l'Ukraine, mais à la fois, la Turquie ne sanctionne pas la Russie. Et si vous voulez en Russie, vous prenez Turkish Airlines. J'ai compris. Autre chose, et on va terminer là-dessus avant la pause, j'ai vu, et on ne peut pas les passer ces images, j'ai vu ce week-end, sur tous les réseaux sociaux, vous voyez des Ukrainiens attachés à des pylônes et fouettés par des membres du comité Azov, manifestement, parce que ces Ukrainiens ne veulent pas aller au combat. C'est cela. Vous avez peut-être vu ces images qui sont terrifiantes, humiliantes. C'est-à-dire qu'ils ne les tuent pas, mais tu mets ça, c'est de la communication d'ailleurs. Tu mets quelqu'un nu, tu l'attaches parfois à un pylône, tu l'attaches parfois avec sa fille, avec un membre de sa famille, et tu le fouettes comme un enfant, j'ai envie de dire. Le bataillon Azov, ils ont une idéologie. Et il y a beaucoup d'images. Voilà, il y a beaucoup d'images qui circulaient. Ils admirent Bandera. Ils admirent Stepan Bandera, qui est responsable de 200 000 morts. Mais il y a une avenue Bandera à Kiev. Il y a une avenue Bandera à Kiev. En tout cas, c'est des images qui sont non, mais vous préférez ne pas le voir, excusez-moi. Visiblement, ça vous dérange. Non, parce que c'est utilisé comme une propagande. C'est utilisé comme de la propagande. Et donc, nous, on doit faire de la propagande. Zelensky n'est pas un nazi, il faut le dire. Mais j'ai jamais dit que Zelensky n'est pas un nazi. Non, tu l'as pas dit. J'ai jamais dit ça. Mais vous voulez pas qu'on le dise. Bah si, vous voulez pas qu'on le dise. Qu'est-ce qu'il veut pas qu'on dise? Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est l'argument qui est utilisé par les Russes pour dire c'est pour ça qu'on intervient. C'est extraordinaire. J'ai pas compris. Qu'est-ce que il y a des. Je dis simplement que. Il y a des nazis parfois chez les Ukrainiens, c'est ce que vous dites. Voilà. Et il faudrait pas le dire parce que les Russes utilisent cet argument. Dans les élections en Ukraine, l'extrême droite a fait 3%. Non, mais le bataillon Azov, tout le monde sait que c'est... Et je parlais aussi de l'histoire. Je disais aussi qu'il y a une sorte de révisionnisme historique qui veut gommer ce rôle-là. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, il faut dire, pour résumer, pour les auditeurs... Résumons. Il faut dire même parfois téléspectateurs. Aujourd'hui, Poutine, par sa énorme faute stratégique, a renforcé, a fait dans le sang la nation ukrainienne. Et vous avez vu, et en ce moment, il est en train de bombarder des russophones, parce qu'à Mariupol, on parle russe, à Kharkov, on parle russe, et même à Kiev, on parle russe, et là, il bombarde. Et donc, il fait la nation ukrainienne contre la Russie. C'est complètement contre-productif. Et aujourd'hui, la très grande majorité du peuple ukrainien est unie contre l'envahisseur. C'est aussi simple que ça.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la guerre. Parmi les images qui m'ont fortement marqué ce week-end, vous avez peut-être vu hier, Jean-Luc Mélenchon a organisé une grande marche pour la 6e République dans les rues de Paris. Et lors de cette marche, un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron a été malmené par des manifestants. Et les traits de ce mannequin ont aussi rappelé les caricatures antisémites d'autrefois. Ce que je trouve incroyable déjà, c'est que ça puisse exister donc en France, que ça puisse exister donc parmi les militants de la France insoumise. Et que personne ne le dit. Et que personne ne le dise, quoi. Alors, voyez cette caricature qui est un pur scandale, là aussi, qui est absolument un pur scandale. Et vous allez voir à l'image la séquence où vous avez des gens, quand même, voilà à quoi on s'amuse dans les rues de Paris avec des militants de la France insoumise. Ça les fait rire, manifestement. Bon. Mais vous imaginez, enfin, si le Rassemblement national défilait, puisque on peut mettre en parallèle la France insoumise et le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aux deux extrêmes de l'échiquier politique. Si le Rassemblement national défilait avec, pourquoi pas, un mannequin d'Emmanuel Macron ou même de Jean-Luc Mélenchon, mais toute la presse, ce matin, parlerait le retour de la bête immonde, je veux dire, et j'ajoute, Pascal, que... Ce qui s'est passé en 1933 lorsqu'on brûlait les livres. Enfin, j'imagine évidemment ce qu'on dirait immédiatement. Là, vous avez Emmanuel Macron caricaturé, avec une caricature antisémite. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, il n'a rien dit. Il avait son meeting à Place de la République. La Place de la République était aux 3/4 vide, pour tout dire, parce que c'est vrai, elle était aux 3/4 vide, la Place de la République, je dis pas rien. Mais regardez... Oui, bah évidemment. Parce que, sur les images, ça oui, voyait pas, sur les images, non, mais les images, là, elle était vide. Complètement à voir par les images. Mais bien sûr qu'elle était, bien sûr. On avait l'impression qu'il y avait du monde. Mais on avait l'impression qu'il y avait du monde. Si vous voyez, il y avait beaucoup d'images sur les réseaux sociaux où on voyait, notamment, c'est Jérôme... Pour confirmer, Pascal, votre point de vue, moi, je suis surpris de voir à quel point on se scandalise peu des agressions constantes contre les militants et les responsables d'Éric Zemmour. C'est hallucinant. On en parlera tout à l'heure. Tous les jours, ils sont attaqués, personne. Là, il y en a qui ont été arrosés d'essence. Mais bien sûr, on parlera tout à l'heure, effectivement, avec ces Stanislas Rigaud. Non, mais cette image, elle est quand même terrifiante. Enfin, c'est quand même des militants de la France insoumise. C'est une tradition niçoise, pas pour. C'est une tradition quoi ? Aussi par ça, mais je crois que c'est une tradition niçoise de comme ça jeter le de marionnette. Et le nez crochu, c'est une tradition niçoise. Vous êtes extraordinaire. Il faut pas parler. Il faut pas dire un mot sur l'Ukraine. Et il faut pas non plus. Surtout, c'est une tradition niçoise. Vous êtes génial. C'est pas juste, je dis simplement que voilà. Soyez gentil avec Mathieu Slama qui nous. Non mais. Être gentil, ça veut dire qu'on peut polémiquer virilement. Bien sûr. Et ben, après, par contre, moi aussi, alors, dernier mot, parce qu'après, vous devez partir, malheureusement. Il y avait quand même entre 30 et 50 000 personnes. Oui. Voilà. Ah oui, c'est pas rien. Je sais pas s'il y a beaucoup de candidats quand même qui peuvent faire ça aujourd'hui dans une campagne, réunir quand même beaucoup de monde. À 30, c'est comme pas ça. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait 30 50 000. Je veux dire, la place de la République, moi j'ai vu les images de la République. Voilà, la place de la c'est pas 100 000, mais la place de la République, elle était scindée en deux. Il y avait donc je veux bien qu'on explique là aussi qu'il y avait 50 000 personnes. Je suis vexé. 50 000 personnes, c'est beaucoup de gens. Hein. Je suis vexé. J'ai complètement cru aux images. Moi. Bon, Monsieur Slama. Vous regardez trop la télévision. Monsieur Slama. C'était tourné par eux, donc Monsieur Slama, d'abord merci. Merci de nous avoir rejoints, parce que vous apportez un peu d'expertise et d'intelligence à cette émission qu'on avait déjà beaucoup, mais qui, évidemment, est d'autant renforcée. Voilà. Bah écoutez, il faut se lancer des... Mais c'est vous, je vous les lance à vous, les fleurs. C'est pas moi, en l'occurrence, c'est vous les experts, vous les intelligences. Et on va recevoir Yann Moix, qui a écrit Verdun. Alors, franchement, je paierais cher pour savoir Yann Moix lorsqu'il était au service militaire. Ça devait quand même pas être simple pour lui. Bon. Et la pause. À tout de suite. Merci et à très vite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. Verdun, Yann Moix, chez Grasset, dans une seconde. Audrey Berthaud d'abord. Un bombardement à Kiev a fait au moins 8 morts cette nuit. Une frappe de très forte puissance a touché un centre commercial dans le nord-ouest de la capitale. Les véhicules stationnés sur le parking ont été pulvérisés. Kiev est bombardé depuis plusieurs jours. Les forces russes cherchent toujours à encercler la capitale ukrainienne. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, regardez, le nombre de contaminations continue d'augmenter. Plus de 81 000 nouveaux cas
cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Plus de 20 000 patients sont hospitalisés, 1642 sont en réanimation. Et c'est une conséquence de l'envolée des prix du gasoil. Les vols de carburant augmentent nettement. Les réservoirs des camions attisent la convoitise des malfaiteurs qui n'hésitent pas à siphonner le précieux carburant. La gendarmerie a dû mettre en place des patrouilles spéciales et des référents chargés spécifiquement de traiter ce problème. Yann Moix, donc Verdun. Vous dites roman d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je ne sais pas ce qu'est un roman ou pas et je sais que vous êtes un écrivain et c'est peut-être bien suffisant, mais j'aime beaucoup vous lire. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup vous lire? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si on était ensemble et que vous me parliez. Ce que j'aime quand je vous lis, c'est votre intelligence, votre regard, ce que vous dites. Ce que vous écrivez. Alors, par exemple, vous dites, alors vous racontez votre service militaire, mais vous dites, dans la classe 1092 de l'école d'application de l'artillerie, la plupart étaient élèves de l'école polytechnique. Ces X ne me firent nullement complexer. J'ai compris vite que leur proximité avec les mathématiques ne traduisait qu'une intelligence divergente de la mienne, laquelle refusa immédiatement de s'incliner devant celle qu'on eût pu supposer supérieure à ces élites au carré. Il deviendrait chercheur, ingénieur, banquier, chef d'entreprise. Moi, écrivain, journaliste, poète, critique. Chacun suscitait son avenir. Bon, ça, c'est vous. Ils avaient l'esprit de géométrie et je m'arroge le droit d'avoir eu l'esprit de finesse. Oui, mais c'est vous. Ce qui est intéressant, c'est vous. C'est vous. C'est pas un roman, c'est vous. Longtemps, on m'a fait complexer dans cette société ultra scientifique, positiviste. On m'a longtemps fait complexer au prétexte que malgré mes études de maths, j'étais mauvais en algèbre, en géométrie, en analyse et tout ce que vous voulez. Mais en fait, l'intelligence a le droit de s'exprimer ailleurs que dans ces matières. Simplement, la société vous fait longtemps croire que vous êtes un imbécile si vous n'avez pas 19 sur 20 au bac C. Oh non, mais les maths, c'est pas seulement l'esprit de géométrie, c'est aussi une forme d'esprit, de logique, qui peut être même poétique. Il y a très peu, contrairement à ce que vous pensez, chère Elisabeth, de rapport entre les mathématiques et la logique. Mais c'est un autre débat. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a beaucoup de grands mathématiciens. Il faudrait le démontrer. Mais contestable. Merci. Oh, pas bravo. Très bien. Pas du tout. Yann, est-ce que la manière de qualifier de roman quelque chose qui n'en est pas un d'une certaine manière, est-ce que ça n'est pas prendre acte de la pauvreté de l'invention romanesque d'aujourd'hui? C'est prendre acte de sa richesse. C'est-à-dire que dès lors que vous mettez roman, vous pouvez mettre tout à l'intérieur. Oui. Tout ce que vous voulez. Et simplement, ça peut éventuellement, mais pas forcément, vous préserver d'ennuis juridiques dont vous connaissez bien les linéaments. Bon, on va parler évidemment de votre bouquin. Je remontre la photo d'Emmanuel Macron parce que moi, elle m'a choqué. Et je disais tout à l'heure, ce qui me choque toujours, c'est le deux poids, deux mesures également dans l'univers médiatique qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, dans une manifestation de la France insoumise, je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon est responsable, il ne l'est pas, mais c'est quand même ses militants. Il n'a rien dit pour le moment, qui est caricaturé avec un nez crochu, qui est envoyé en l'air, etc. Je disais, si le Rassemblement national faisait une manifestation et s'amusait à cela, ça serait le retour de la bête immonde immédiatement. C'est ça qui me... essayer d'avoir une formule pas forcément très heureuse, mais vous savez qu'il y a une extrême droite d'extrême gauche. C'est encore plus parlant que dire qu'il y a un fascisme d'extrême gauche. Il y a une extrême droite d'extrême gauche. C'est assez parlant, finalement. Voilà. Très heureux de votre expression. Bon, Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez dire un mot parce qu'il peut être au deuxième tour. Moi, je suis tout à fait frappé par le fait que, alors hier encore, tout le monde s'est extasié, et à juste raison, sur le tribun, la sociale, il parle aux petits. Alors, on a beaucoup polémiqué sur ces propositions d'amnistie. Évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions. Mais alors, on oublie complètement, si vous voulez, le Mélenchon woke, le Mélenchon qui drague les islamistes, le Mélenchon qui, s'il ne l'est pas lui-même, et je ne crois pas qu'il le soit, fait des yeux doux parfois à certains antisémites et nous dit à propos de Mohamed Merah que ça c'est encore arrivé avant les élections, vous allez voir, on va encore avoir des incidents de ce type pour la prochaine élection. Donc en gros, il nous dit que c'est une manip. Celui-là, il est passé à là. C'est comme c'était hier les 10 ans. Si vous voulez, qu'il y a eu ces commémorations, moi ça me... on va en parler dans une seconde. Voilà. On va en parler tout de suite d'ailleurs des commémorations. Monsieur Girard. L'expression est en danger en France et le respect du débat public, et vous le disiez d'ailleurs, il n'est pas normal que des militants, même s'ils appartiennent au parti d'Éric Zemmour, qu'on considère dans les médias effectivement comme le parti du mal, il n'est pas normal qu'il n'ait pas le droit de s'exprimer. Non, il s'exprime, mais c'est vrai que... il n'est pas normal
qu'ils soient attaqués sur leurs idées. Il faut restaurer en France la liberté d'expression et le débat public apaisé. Ah ben, bienvenue au club, Monsieur Girard. Je vous remercie parce qu'on fait ça quand même depuis quelques mois maintenant. Ben, vous avez raison. Et effectivement, c'est intéressant d'écouter toutes les opinions, bien évidemment, et tous les avis. Alors, puisque vous parliez de cette séquence, c'est Stanislas Rigaud qui a été, on va la voir peut-être, la séquence qui est un militant de... c'était vendredi soir à l'INAS, c'est près de Paris, 8 personnes, dont 3 adolescents de 11 à 16 ans, étaient aspergés d'essence par des personnes à bord d'un véhicule qui passait alors qu'ils cherchaient à étendre une banderole en soutien d'Éric Zemmour. Et toujours vendredi soir, mais cette fois à Metz, on va la voir dans 2 secondes, le chef de file du mouvement de jeunesse Génération Z, Stanislas Rigaud, ainsi qu'un porte-parole de Reconquête, se sont fait abondamment insulter en marge d'un meeting de combat. Écoutons. Oh putain mec, sale PD, on lui baisse sa mère. Fils de pute, dans la télé, je vais le haïmer. Fils de pute, va, la patate ta mère. Vas-y, casse-toi d'ici, là, gros. Tranquille ou quoi? Avance, mon frère, je te baisse ta mère la pute, avance. Avance, tu vas finir sans lunettes. Avance, tu vas finir sans lunettes, gros. Avance, sale PD. Avance, sale PD, va, avance de là, mon pote. PD, va. C'est intéressant, la terminologie PD. Vous voyez, PD, fils de pute, PD, etc. C'est bien de voir ces jeunes gens qui insultent. Écoutons également Stanislas Rigaud qui a réagi. Tout se passait très bien et puis un monsieur est arrivé, il leur a jeté de l'essence dessus. Puis après, il a expliqué qu'il avait de la haine envers Éric Zemmour. Mais ce fait-là est extrêmement grave parce que ces gens-là ont été mis, il faut le dire, à 2 doigts de la chose la plus grave que peut être la mort. Mais en fait, en réalité, des militants nous se font agresser tous les jours à Angers, ce week-end encore. Des coups de couteau ont déjà eu lieu, des racailles insultant des militants à Toulouse, d'ailleurs en criant « Vive Macron ». Voilà ce qui se passe aujourd'hui quand on soutient Éric Zemmour. Et vous compreniez qu'il réagissait sur l'essence qui avait été aspergée. Bon, cette violence, évidemment... Ce qui est intéressant, c'est que la censure en France, comme dont vous parliez, elle ne vient plus du tout de l'État. Elle vient des médias, elle vient de la société qui demande qu'il y ait des gens qui ne puissent pas parler. Et notamment Zemmour, tous les 4 matins, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut le faire taire. Non mais c'est vrai, c'est... Et on voit dans les médias, parfois, Elisabeth, moi je regarde de manière compulsive toutes les émissions politiques, mais il y a des chaînes qui sont de véritables avocats généraux, qui n'écoutent pas... Ça a pas l'air d'être un compliment de votre bouche, bizarrement. Non, mais je veux dire, qui ne le sont pas à charge ni à décharge. Je suis effaré d'entendre certaines émissions où, pour moi, ça n'est plus l'impartialité qui est au cœur du débat politique. Et l'impartialité, elle n'existe pas. Moi, c'est pas l'honnêteté. Voilà, je veux dire, l'impartialité, par définition, depuis le début de cette émission, nous avons mis en cause l'exécutif sur McKinsey, et puis ensuite, nous avons regretté que Emmanuel Macron soit caricaturé de la manière dont il est caricaturé. C'est ça, me semble-t-il, l'honnêteté intellectuelle. Je voulais parler des émissions politiques où on a parfois l'impression que le journaliste se considère plus important que son invité. Oui, il faut bien comprendre la psychologie du journaliste. Il lance des signes à sa communauté de journalistes. Je suis du bon côté. Absolument. Bah oui. Non, mais je suis dans le camp du bien. Voilà. Et donc il n'interroge pas Emmanuel Macron comme il interroge Éric Zemmour. Il y a quelque chose qui est perdu. Comment ? Il n'interroge pas Emmanuel Macron comme il interroge Éric Zemmour. Ça ne nous a pas échappé. Bah oui, mais c'est quand même embêtant parce qu'on est en campagne. Monsieur Girard, et après... Éric Zemmour sait se défendre, mais Marine Le Pen, qui a adopté un ton relativement paisible depuis quelque temps, on ne se gêne pas. Il y a un grand principe qui a été abandonné dans ce pays depuis 2002, la campagne où Le Pen était au 2e tour, Jean-Marie Le Pen, c'est l'impartialité du secteur public. Vous vous souvenez que ces professeurs qui se sont permis d'appeler leurs élèves à manifester contre, parce que Jean-Marie Le Pen, c'était évidemment la peste brune qui allait envahir Paris, etc. C'est scandaleux. Le service public doit être impartial. Et les chaînes de service public du type France Inter, qui sont
payés par l'argent du contribuable doivent être impartiales. Je regrette, parce qu'il m'arrive d'écouter France Inter, de ne pas retrouver depuis, je dirais, une quinzaine d'années, cette impartialité sur France Inter. Il faut dire les choses. C'était vrai avant 2002. Bon, Hein. le mot impartial... Le seul correctif que je ferais, c'est que c'était vrai bien longtemps. Le mot impartial me... Ça vous gêne. Oui, parce qu'on peut... Voilà, pluraliste, je préfère. Ou équilibré, en tout cas. Exactement, pluraliste. Exactement. Pluraliste. Bon, notre ami Yann Moix est avec nous. Je voudrais qu'on parle de la commémoration. Hier, les cérémonies de commémoration des 10 ans des attentats de Toulouse et Montauban ont eu lieu à Toulouse en présence des présidents français et israéliens. Ces attentats, vous le savez, en mars 2012, par le terroriste islamiste Mohamed Merah, avaient fait 7 victimes, dont 3 enfants. Voyez le sujet de Martin Cowell. C'était une journée d'émotion, hier. Un moment de recueillement, d'hommage et de parole. Pour les amis et les familles des victimes, 10 ans après les attentats. Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie, comme un fantôme dont les émotions sont effacées, les rires assourdis et les humeurs atones. Même les paroles de mes proches se sont transformées en murmures que je peine à entendre. Myriam, quelle femme de 18 ans serais-tu aujourd'hui? Cet âge si symbolique, je te fais la promesse de faire vivre nos souvenirs et avec eux, de faire vivre pour toujours ta mémoire. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron et d'Isaac Herzog, le président israélien. Les deux dirigeants ont déposé une gerbe de fleurs dans la cour de l'école juive frappée par Mohamed Merah. Rien ne justifie l'assassinat de petits-enfants à Toulouse. Il n'y aura ni raison, ni justification aux actes de terrorisme où qu'ils soient perpétrés. Solennel, sobre et simple, cet hommage a réuni plus de 2000 personnes. Pour ne pas oublier, mais aussi pour réfléchir et pour lutter contre l'antisémitisme. Bon, déclaration intéressante d'Emmanuel Macron sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Écoutez-le. Ce jour-là, pour la première fois en France, une école n'était plus le terrain d'éclosion des savoirs, des amitiés, de tous les possibles, mais le champ de bataille du fanatisme islamiste. Ensemble, nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. Ça, c'est très intéressant parce qu'en soi, on pourrait être antisioniste, mais bien souvent, l'antisionisme est le masque, comme le dit Emmanuel Macron, de l'antisémitisme. Alors, il est 10h15, Audrey Berthaud, et après, on en parle avec vous. Les ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles en ce moment pour décider de nouvelles sanctions contre Moscou. Jean-Yves Le Drian a lancé un message à ses partenaires. Il met en garde contre le risque d'une crise alimentaire mondiale. De son côté, le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, a qualifié l'assaut des forces russes sur Mariupol de crime de guerre majeur. Et au sud-est de l'Ukraine, Mariupol refuse de capituler. Le pouvoir russe a demandé aux habitants de déposer les armes, mais la ville martyre pillonnée par les Russes résiste. Cette nuit, la vice-première ministre ukrainienne a affirmé que le pays ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. Et on vient de l'apprendre, un avion s'est écrasé au sud-ouest de la Chine, près de la ville de Yuzhou. Il s'agissait d'un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines, avec 133 personnes à son bord. Le crash a provoqué un incendie de montagne et des équipes de secours ont été envoyées sur place. Antisémitisme et antisionisme. Et je voulais quand même vous citer, vous avez vu le tweet de Sandrine Rousseau ? Sandrine Rousseau, qui est donc Europe Écologie Les Verts. Elle a tweeté il y a 10 ans, l'antisémitisme tuait. Aucun oubli. Ce n'est pas l'antisémitisme qui a tué il y a 10 ans, c'est l'islamisme qui a tué. Je trouve ça, en fait, cette mise en perspective dans le débat public, parfois, était, pour moi, je la trouve absolument effrayante. Parce qu'il y a tellement de... Il y a un monde derrière la phrase de Sandrine Rousseau. Il y a un monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, l'antisémitisme, ça leur permet fantasmatiquement toujours de pointer l'extrême droite. C'est ça leur idée derrière. Antisionisme et antisémitisme, Yann Moix. Pour moi, le président Macron a raison pour la raison suivante. C'est que l'antisémitisme a toujours muté
en fonction des modes ou des instruments qu'il avait sous la main. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a eu à un moment donné le déicide, donc l'antisémitisme était religieux. Quand la notion de race a été inventée, l'antisémitisme s'en est emparé et il a inventé l'antisémitisme racial qui a connu sa triste et horrible apogée avec Hitler. Maintenant que l'État d'Israël existe, il est bien évident que la mutation fait que l'antisémitisme est devenu géopolitique. Et donc c'est devenu de l'antisionisme et non plus du racisme comme à l'époque de Hitler. Et donc par conséquent, même si on voulait opérer un distinguo subtil entre la critique d'Israël et l'antisionisme, de fait, quand on dit antisionisme aujourd'hui, on entend quand même des passagers clandestins qui se dissimulent sur le paquebot de l'antisémitisme pour être antisionistes, exactement comme on était d'accord, mais on a le droit. En 1933 ou anti-juif religieux au XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais on a le droit, par exemple, d'être plus proche de Rabin que de Netanyahou. Ah oui, mais ça, c'est pas de l'antisionisme. On a le droit de critiquer Israël. Ça, c'est pas l'antisionisme. Mais justement, bien sûr que ça n'a rien à voir. L'antisionisme, c'est l'idée que le projet national, l'idée, c'est que le statut national n'était pas le bon pour les Juifs. Et ce qui m'embête, en fait, vous avez parfaitement raison, chère Yann, parce que, effectivement, dans la pratique, ceux qui s'appellent je me rappelle de Dieudonné disant on a fait une liste antisioniste. Hein, vous vous rappelez cet épisode. Mais ça m'embête. Je me rappelle aussi George Steiner, ce grand écrivain juif anglais polyglotte, qui disait que lui, je veux dire, que l'État n'était pas la bonne chose pour les Juifs. Alors on aurait pu dire qu'il était antisioniste. Alors non, moi je pense. Attendez, moi je pense. Oui, pardon, allez-y. Non, je vous en prie. L'antisionisme n'est pas le contraire du sionisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le sionisme est un mouvement politique qui a été inventé pour mettre deux dangers à distance, le danger de l'ultra-orthodoxie d'une part et le danger de l'assimilation d'autre part. Mais l'antisionisme, c'est autre chose. C'est pas une critique de la politique d'Israël, c'est une manière moderne de continuer à être antisémite. Bien sûr. Renaud Girard et Philippe Bilger. Moi, je voudrais faire une différence. Le sionisme, c'est le fait que les Juifs doivent avoir un État à eux, et ça commence après les pogroms qui ont suivi l'assassinat du tsar Alexandre II en Russie, en Pologne, c'était le même pays, en 1880. Et ensuite, c'était, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, mise en avant par Théodore Herzl. Donc il faut un État pour protéger les Juifs. Mais vous avez d'autres Juifs qui, au moment de l'affaire Dreyfus, comme les grands-parents de Jean Kelevitch, qui se sont dit « Ah, il y a un pays où quand on est Juif, on peut devenir capitaine, et quand on est accusé faussement, comme Dreyfus a été accusé faussement, la moitié de la population descend dans la rue. Et bien moi, je vais aller dans ce pays-là. » Donc, si vous voulez... je suis personnellement un admirateur de David Ben-Gourion et de ce qu'ont construit les Juifs quand ils sont arrivés dans les années 20, notamment. Tel Aviv, c'était un marais. Ils ont construit ce pays magnifique qu'est Israël. Et personnellement, je suis un admirateur de David Ben-Gourion. Mais je considère qu'il est tout à fait normal, et vous avez, tu l'as rappelé, des Juifs qui sont anti-sionistes, qu'on considère que les Juifs doivent rester dans les nations où ils sont, c'est-à-dire en Russie, en France, etc. Sauf que c'est parfois de plus en plus dur pour eux de vivre dans ces villes-là ou dans ces pays-là. Et beaucoup font ce qu'on appelle leur alia parce qu'ils sont en danger sur le territoire de France. Mais nous et ça s'entend. Nous sommes français. Notre pays... Dites ça aux Juifs de Sarcelles, je les comprends d'aller vivre à Tel Aviv. Je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est-à-dire qu'il se passe des choses graves dans notre pays, et on aimerait que l'exécutif, dont nous parlons depuis le début de cette émission, arrange ces choses, c'est-à-dire la sécurité en France. Mais ceci dit, et on en a parlé aussi, pour le respect du débat public et de la liberté d'expression, moi je suis admirateur d'Israël et donc sioniste, alors que je ne suis pas juif, mais je considère qu'on peut être juif, et on peut être pas juif d'ailleurs, et critiquer historiquement... Nous sommes d'accord, la parole circule. Renaud, nous reconnaissons Français, nous reconnaissons Israël depuis 1948, et donc nous, effectivement, la plupart des Français doivent effectivement reconnaître... Renaud Girard, vous avez moins l'habitude que d'autres sur nos plateaux, court. Donc on a le droit, si j'ai bien saisi, Yann, de critiquer la politique d'Israël sans être antisémite. Ah bah évidemment, parce que là, ça serait faire d'Israël un État différent des autres, et ça serait vraiment une sorte de philosémitisme qui serait de l'antisémitisme à l'envers. Mais le deuxième élément, Pascal... C'est pas
de l'antisionisme. Au contraire, quelle l'existence Absolument. d'Israël. Mais je voulais ajouter quelque chose. Je suis frappé de voir que malgré la dénonciation justifiée et permanente de l'antisémitisme, dans la réalité sociale, les actes et les propos antisémites augmentent. Et que donc la lutte qu'on prétend mettre en œuvre contre ce fléau n'a pas les résultats qu'on en attend. Vous savez pourquoi? J'aime lire Yann Moix. On a du mal juste à dire là où il est. J'aime lire Yann Moix parce que... Alors d'abord, je m'ennuie jamais quand je vous lis. C'est un beau compliment. C'est vrai. Je m'ennuie jamais. Angers comme Reims comme Orléans m'a paru comme une ville plate, floconneuse, défaite. À la caserne, je présentais ma convocation. Ça me fait rire, pardonnez-moi. On me fit rejoindre le groupe qui allait séjourner avec moi durant 30 jours de PPER, peloton préparatoire à l'école des officiers de réserve. Nous rejoindrions à l'issue nos écoles d'application, parce que je rappelle que je pourrais vous appeler mon commandant, vous avez fait les EER. Bon, mais ce qui vraiment je trouve formidable, parce que vous êtes vraiment un Parisien en fait, mais un Parisien... Orléans. Oui, mais justement, parce que vous détestez la province, quoi, au fond. Les intellectuels, mais si... Je déteste encore plus Paris. Oui, mais vous détestez... Non, mais ce que... Je veux dire, Angers comme Reims comme Orléans, je veux dire, c'est la tradition des Flaubertiers. Bon, tout ça, c'est pour vous, la province, c'est horrible, quoi. C'est des notaires, c'est des pharmaciens, et c'est des petits... Voilà. C'est ça. C'est aussi un endroit où on lit les livres. Mais vous savez, Peggy, que j'adore, vous le savez, disait il y a des événements sans contenu et des contenus sans événements. Oui. Eh bien, l'armée, c'était un contenu sans événement. C'est-à-dire que, contrairement à l'Ukraine aujourd'hui, où il y a des gens qui n'ont pas fait l'armée qui font la guerre, moi, j'ai fait l'armée, mais j'ai pas fait la guerre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était sur la province, moi, que je voulais... Oui, mais je trouve donc, qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans ces cercles-là. Parce que j'avais lu avant, j'avais lu Orléans, c'est toujours pareil. Je réponds à votre question. Quand Céline, dans Voyage au bout de la nuit, dit j'ai jamais supporté la province, mais quand on y rajoute la guerre en plus, c'est atroce, c'est exactement la même chose, si vous voulez. C'est que la province était déjà pas très agréable à vivre quand on a passé sa vie dedans, mais avec le service militaire en plus, ça faisait que la caserne était une province à l'intérieur de la province. La province, je pouvais déjà pas en sortir, mais un lieu clos à l'intérieur de cet endroit dont je pouvais pas sortir, c'était vraiment très asphyxiant. Alors, vous détestez Paris, alors pour quelle raison, Yann? C'est le côté provincial qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a à Paris quelque chose de tout bête. Madame Hidalgo. Non, mais j'ai remarqué à Paris quelque chose de tout à fait idiot. C'est le seul endroit que je connaisse au monde où les gens marchent plus vite qu'ailleurs, mais sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que la vitesse de pas, de déplacement, de translation à Chartres, à Limoges, à Orléans ou à Reims n'est pas la même qu'à Paris. Vous avez fait une étude scientifique? Non, je le ressens. C'est-à-dire que quand je marche à Paris, je sens une petite pression derrière, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je sais pas. Et en plus, à Paris, c'est le lieu où tout le monde a la même idée au même moment. À chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a la queue. En province, là où je vais, personne n'a envie d'aller. Je suis le seul à avoir envie d'aller au cinéma, au théâtre, à la bibliothèque. À Paris, tout le monde est toujours déjà là. Mais je me dis, bah zut, je vais ailleurs. Non mais franchement, vous êtes fou. Mais c'est la vérité. Mais enfin, vous rigolez. Dites les gens qui nous écoutent en province, mais ils doivent se dire, mais l'idée qu'à Moix de la province, il n'y a pas une file d'attente à Paris pour aller au cinéma ou au théâtre. Mais si, c'est ce que je suis en train de dire. Non, je veux dire en province, il n'y a pas. En province, quand je dis vous êtes on salue les gens, on va tranquillement prendre sa place au théâtre, on n'a pas la paranoïa d'arriver. C'est pas le folklorique, votre idée de la province. Mais je vous assure. Mais j'aime le folklore. Mais je vous assure. Bref, je préfère la province à Paris de très loin maintenant. Mais c'est normal, j'ai dépassé 50 ans. Je trouve ça tout à fait naturel. Quelle province alors? Vous préférez la campagne ou la province? C'est pas la même chose. Vous aimez l'isolement ou vous aimez une ville comme Bordeaux, comme Nantes, j'aime comme la vitesse Rennes de translation des passants en province. Bon, je peux pas vous dire mieux. Mais dans n'importe quelle ville, alors. Pas semblant de pas comprendre. C'est bien ce que je veux dire. Parce que moi, je ne vous vois pas au Rotary ou au Lions Club, qui sont quand même des symboles puissants du pouvoir en Bretagne. J'ai aucune revanche sociale en moi. Il y a beaucoup de provinciaux qui veulent arriver à Paris. Des provinciaux. Oui, mais il y en a beaucoup à Paris qui ont une revanche sociale à prendre. Oui. Pas moi, j'ai pas ce côté. Pas de revanche, je dirais pas ça. Mais hélas, dans notre pays centralisé, alors je vais faire hurler, bien évidemment, mais il y a des métiers où les carrières se font à Paris. Évidemment. Si vous voulez être comédien, c'est compliqué de ne pas venir. Après, vous pouvez repartir. Oui, mais quand vous êtes une grande vedette, vous pouvez vivre à Toulouse. Avec ce paradoxe. Mais pour commencer à percer, j'ai l'impression, je le dis avec des précautions. Avec ce paradoxe. Journaliste. Avec ce paradoxe. J'oserais pas le dire, parce que là, nos confrères de province, à juste titre. Avec ce paradoxe, Pascal, que les plus universels de nos comédiens sont les plus locaux.
Rému, Fernandel, aujourd'hui, Philippe Cobert. Dès que quelqu'un incarne une région, il est paradoxalement un acteur reconnu comme aucun autre. Il faut apporter quelque chose, un accent, une façon d'être. Mais il faut conquérir Paris. Bon, la presse régionale, elle est très puissante, très forte et on la salue. Oui, bien sûr. Voilà. Le brassage républicain s'avérait une chimère. Vous parlez de l'armée. Oui, c'était faux. Bon, C'est-à-dire que... c'était ces pauvres garçons arrachés à leur milieu malaisé qui quittaient leur famille pour se mélanger à eux-mêmes, côtoyer leurs guenilleux pères, les autres, les frais diplômés, les enfants de l'avenue Victor Hugo iraient sous les cocotiers servir comme expatriés ou seraient tout simplement remis à l'eau, libres de laisser leurs frères républicains former les abrutis contingents dont l'armée réclamait la ponctualité express et les brodequins parfaitement cirés. Vous savez ce que ça m'a rappelé, ça? C'est la grande illusion. L'armée était un théâtre. Exactement dans ce le thème de la grande illusion. Ceux qui auraient vraiment dû faire l'armée, à qui ça aurait fait du bien, étaient dans les bureaux ou dans les dom-toms, comme on appelait ça à l'époque. Et ceux qui n'en avaient pas besoin parce que la vie avait déjà été suffisamment dure avec eux, étaient précisément ceux-là qu'on enrôlait tous les jours. Ouais. C'est-à-dire les conscrits étaient des bouchers charcutiers, des tourneurs-fraiseurs. Une inégalité à l'égard du service militaire qui était scandaleuse. Et moi, j'ai fait les EOR à Coët-Quidan. Et mon voisin de lit était un fils de docker que je n'aurais sinon jamais rencontré. Mais c'était rare. Ah oui, mais enfin, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, il y avait quand même... en tout cas, dans ces EOR, les élèves officiers étaient pas recrutés sur leur diplôme, mais sur des tests. Donc, on pouvait avoir... Oui. Et c'était un vrai brassage social que je regrette. Alors là, ça n'existe plus. Mais là, c'était pas mal quand même de se confronter. Je trouve qu'on n'a pas vu les effets pervers de la disparition du service militaire. Mais moi, je défends l'armée. Hein. Je suis critique parce que ce brassage, j'aurais aimé qu'il soit total, aurait été que partiel. Mais moi, je regrette le service militaire. Je regrette les 12 mois obligatoires pour mettre un peu de plomb dans la cervelle à certains qui en auraient hautement besoin. Oui. Et il y a une déliquescence dans la société, notamment dans la jeunesse. On parle toujours de l'éducation parce qu'il y a quelque chose qui n'existe plus. On parle de nation, on parle d'État, mais il y a un mot qui a disparu, qui est devenu un gros mot, c'est le mot de patrie. La patrie est devenue le spectre total de la société dans laquelle on vit. Donc comme le mot a disparu, l'envie de la défendre a disparu également, la conscription a disparu, et finalement, les jeunes de 18-19 ans qui traînent dans la rue seraient bien inspirés de faire leur service militaire si c'était possible. Malheureusement, ça ne l'est pas, parce que j'ai appris à des gens à écrire et à lire, d'autres ont passé leur service, leur permis de conduire, et d'autres ont trouvé vraiment du travail, du boulot à l'issue de l'armée. Vous êtes de quelle année 92. 92. Et j'ai trouvé l'armée beaucoup plus intelligente que stupide comme institution. La littérature. Grave erreur, faute stratégique de Jacques Chirac. Oui, c'était totalement démagogique en plus. La littérature est cette chose qui propose d'autres yeux et d'autres larmes, ce qui nous paraissait superbe chez un auteur. Voilà que l'auteur suivant en fait un misérable tas de fumier. Le grand écrivain est celui qui nous rend la laideur magnifique et la beauté exécrable. Il intervertit les dogmes, il fait gémir là où nous avions pour habitude d'éclater d'un grand rire sonore. On suffoque où nous respirions. Quant à l'inacceptable, soudain il nous agrée, l'impossible devient un lieu d'agrément, une destination de vacances, on se repose en enfer, on se mutile au paradis. Tel est le programme de la littérature. Elle ne change pas le monde, elle modifie l'œil. C'est sublime. Hein. Et vous dites que vous écrivez ça d'un trait, vous faites jamais de rature. Alors c'est une manière d'écrire. C'est pas pour le faire malin. Plus j'écris vite, mieux c'est. Moins je suis bête. Ah bon. C'est-à-dire, je sais pas comment Renaud Girard écrit ses articles, mais il y a une sorte de la vitesse permet peut-être parfois des fulgurances que la lenteur ne permet pas. Je suis d'accord avec vous. Alors il est 10h30. Il est 10h. D'ailleurs, il est 10h29. Si vous me permettez. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien C'est 29,56. Vous êtes magnifique. L'esprit règne ce matin, Audrey Berthaud. Volodymyr Zelensky rejette l'ultimatum russe sur Mariupol alors que Moscou appelle les habitants de la ville à capituler. Mais le président ukrainien s'est dit prêt à des négociations avec le président russe. Le BA2 est en partie responsable du rebond épidémique. Ce sous-variant qui est plus contagieux que ses prédécesseurs a remplacé le BA1 au Danemark, au Royaume-Uni, mais aussi en France. Il est devenu majoritaire dans les nouveaux cas recensés et serait responsable du rebond épidémique de ces derniers jours dans le pays. Enfin, J-20 avant le premier tour de la présidentielle et les résultats de notre baromètre Opinionway pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron est toujours en tête avec 29% des intentions de vote. Marine Le Pen perd un point et se qualifie au second tour avec 17%. Jean-Luc Mélenchon gagne un point et arrive ex aequo avec Valérie Pécresse. Ils obtiennent tous les deux 13%. Enfin, Éric Zemmour
perd un point et arrive à la 4e place avec 10%. Lisez Yann Moix et lisez le livre que j'ai entre les mains, Verdun. C'est un roman d'Edwige chez Grasset. C'est aussi l'occasion de saluer peut-être la jeune femme qui accompagne la presse avec vous. Mademoiselle de Clerc. Élodie de Clerc. Voilà, c'est l'attaché de presse qui fait des miracles. Voilà. Et la plus formidable attachée de presse de Paris. Je dirais de France. Et moi, j'ajouterais du monde. Et c'est pour ça que... De l'univers, alors. Très influente. Et c'est pour ça que je voulais la saluer. Élodie de Clerc. Voilà. Et on a eu une petite conversation l'autre jour ensemble au sujet de votre livre. Elle vous adore maintenant, vous savez. Je la salue bien humblement. Audrey Missirac a été à la réalisation, Guillaume était au son, Rémi était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot. Merci vraiment beaucoup, Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.